Salut à tous, les fans de ficelle, les fans de débat et de podcast, on est de retour. Ça fait quelques semaines qu'on est déjà avec vous pour vous occuper durant le confinement. On a lancé notre hebdomadaire sur l'Euroleague. Aujourd'hui, on vous présente son petit frère avec l'Eurocup et la BCL. Voilà, ce sera une émission régulière pour vous tenir au courant de tous les résultats et de toute l'actualité de ces deux autres compétitions. Évidemment, pour animer cette émission, je ne peux pas être tout seul, il me fallait une fine équipe. Du coup, avec moi, il y a le king des quiz, j'ai nommé Adrien. Salut Adrien. Salut Romain, salut la team et salut à tous les fans de basket qui nous écoutent. Avec nous aussi, il y a, on va dire, le Victor Hugo du basket, celui qui a une plume aiguisée et des analyses fines. Il y a Olivier. Salut Romain, salut à tous, bonjour à Shannon Evans, third. Et enfin, pour conclure cette belle équipe et cette belle tablée, il y a un petit nouveau, c'est sa première dans un podcast d'analyse. Vous l'avez entendu sur le quiz, c'est notre rookie à nous, c'est Ludo. Salut Ludo. Salut Romain, salut à tous. Et du coup, pour cette émission, on va reprendre un petit peu le début de compétition de l'Eurocup et de la BCL. L'Eurocup a déjà joué 7 journées, la BCL en est à 2. Et du coup, ce qu'on vous propose, c'est une présentation rapide des poules, des classements. On va discuter un petit peu de perf, des joueurs à suivre. Et ensuite, comme pour l'émission sur l'Euroleague, on ouvrira quelques questions, quelques petits débats pour animer cette fin d'émission. Et voilà, c'est cool. Ça vous va, les gars? C'est parfait. Limpide. Parfait. Alors, du coup, on a décidé de commencer par l'Eurocup. Et du coup, on va attaquer par le groupe A qui m'est revenu à analyser. Et du coup, je vais commencer rapidement du coup avec la présentation des équipes. Donc dans le groupe A, on retrouve Badalone, on retrouve l'Unix Kazan, on retrouve le Partizan Belgrade, mais il y a aussi Venise, Basaksehir et enfin un club français avec la JL Bourg. Au classement, après du coup 7 journées et malgré les petits problèmes de Covid, Badalone est premier avec 5-0, l'Unix Kazan à 4-2, Bourg à 3-1, le Partizan à 2 victoires, 3 défaites comme Venise, et enfin Basaksehir avec 0 victoire, 7 défaites. Les gars, est-ce que dans ce groupe, il y a des petits trucs que vous voulez aborder? Allô? Oui. Ouais, Alors moi, je voudrais parler du duo de Badalone, Pau Ribas, Ante Tomic. Ouais, vas-y. Je t'en prie. Savoir ce que vous en pensez. Je pense vraiment que ça a été c'est un des facteurs décisifs du niveau de performance de Badalone cette saison, hein. Même si voilà, l'an dernier ça a été plutôt correct en termes de résultats. Voilà, on voit vraiment, hein, que l'ajout de joueurs d'expérience comme ça, de talent mais d'expérience aussi, permettent vraiment de franchir un palier dans une poule qui pourtant, on en parlera ensuite, est quand même plutôt relevée, soit en termes de nombre, même en termes de niveau de jeu. Donc la Ribas est blessé en ce moment, mais on voit vraiment que l'ajout d'Ante Tomic, c'est quelque chose de très décisif. Et je pense que c'est intéressant qu'on puisse en parler d'Ante Tomic dans le courant de l'émission. Ben, clairement, Badalone, ça fait plaisir parce que c'était un club qui avait connu pas mal de soucis financiers. Ils étaient passés par la BCL, justement. Donc ça leur a permis un peu de se relancer. Mais clairement, ben voilà, Ante Tomic, c'était la grosse signature. Et il déçoit pas. Et puis en plus, à côté de ça, ben, comme vous avez dit, il n'y a pas Ribas. Il y a le Slovaque Brodzianski aussi. Donc in the paint, Tomic et Brodzianski, ben, c'est du lourd. Donc franchement, je ne suis pas étonné de les voir à ce niveau. Et honnêtement, j'espère que ça sera comme ça pour eux, notamment les prochaines années, quoi. Ben, On sent que Ribas et Tomic ont l'habitude de jouer ensemble et ça joue, hein. Clairement, ouais. Ouais, c'est un axe fort et je pense que toute équipe a besoin justement de ce genre de paire, quoi. C'est des joueurs qui vont bien ensemble et si tu peux reconstituer ça dans une autre team, tu as des teams où tu as
un axe 1-5 qui est fort et ça, c'est du pain béni, quoi, je veux dire, pour une équipe. Je suis bien d'accord avec vous, les gars. Du coup, Badalone, si on se penche un petit peu sur les stats, c'est l'équipe qui a la meilleure éval de la compétition, avec 114,4. Ils sont premiers à la passe aussi. C'est la deuxième attaque. Et au-delà du duo Tomic qui tourne à 15,5 d'éval et Pau Ribas à 15,5 aussi, il y a 6 joueurs de l'effectif à plus de 10 d'éval. Et je trouve ça assez incroyable. C'est vraiment une équipe qui propose un jeu intelligent. Petit détail qui, moi, me fait plaisir, c'est qu'il y a 0 joueur américain dans leur équipe. Il y a 0 ricain. Et justement, Adrien en a parlé. Dans la peinture, ils ont quand même 3 joueurs qui sont extrêmement grands. Il y avait du coup Tomic qui doit faire 2,11, il me semble. On a Bergander qui fait 2,19, pardon, voilà. Que je reprenne bien toutes mes notes. Ouais, donc Tomic 2,17, Bergander 2,09 et Brodzianski 2,11 m. Donc concrètement, dans la peinture, il y a de la taille, du physique, parce que Bergander, ça paraît pas, mais quand on le voit jouer, on a plus l'impression de voir, je sais pas, un mec lambda, juste un grand un peu pâteau. Il fait beaucoup de mal. Et du coup, moi j'ai beaucoup aimé Brodzianski, justement, le Slovaque, qui fait un début de saison pas mal. Et j'ai aussi repéré le meneur macédonien, Nenad Dimitrijevic, qui est très intéressant. Donc voilà pour Badalone, c'est vraiment une équipe. En plus, l'un des matchs que j'ai regardé, c'est le match où il n'y a pas Tomic ni Ribas. Et ils font un match assez incroyable contre Kazan, qui remporte de peu, mais on sent que le collectif est là. Ludo, tu voulais ajouter un Ce truc? ce qui est intéressant dans cette équipe, c'est à la fois l'expérience et la jeunesse. Le fait qu'il y ait les deux, c'est ça qui est intéressant. Au niveau expérience, avec Pau Ribas, Ante Tomic et Ferran Bassas, et la jeunesse avec Nenad Dimitrijevic, Xabi Lopez Arostegui, Brodzianski, Arthur Zagar. C'est sympa. Je trouvais ça intéressant tout à l'heure qu'Adrien la parle de la question financière. J'avais lu un petit papier dans Rigantes là qui disait que Badalone, ils avaient eu certes des difficultés, mais ils avaient aussi eu la chance de faire partie de la Liga ACB, dans le sens où ils ont pu attirer justement des joueurs comme Tobin chez Ribas, qui auraient pu signer dans d'autres clubs, même d'Euroleague, hein, pour jouer comment dire, voilà, dans des second units, mais en gros, voilà, si Badalone n'avait pas été en Espagne et en ACB, peut-être que Tomic et Ribas seraient allés ailleurs. Euh, et aussi, peut-être que Dimitrijevic aurait pu partir. J'ai souvenir que avant qu'Hermanson signe à Valence, Dimitrijevic était la piste principale justement de recrue pour le poste de meneur backup. Voilà, donc équipe éminemment solide pour pas s'étendre davantage. Mais il me semble que Dimitrijevic a signé à Valence et est prêté à Badalone, non? Ah, c'est possible, c'est possible. Ouais. Est-ce que dans ce groupe A, il y a encore une petite chose à dire? Est-ce qu'on a un mot, forcément, on va avoir un mot sur Bourg, mais avant d'attaquer sur Bourg, est-ce que il y a un autre club qui vous a attiré? Moi, j'aimerais faire un petit focus sur Jamar Smith de l'Unix Kazan, qui, au-delà d'être statistiquement le meilleur de son équipe, alors qu'il n'a joué que 3 fois comme starter, il est aussi rentré dans le livre d'histoire de l'Eurocup en devenant le meilleur marqueur à 3 points. Donc il en est à 228 en 94 matchs. Est-ce que vous avez une réaction par rapport à Jamar Smith et l'Unix Kazan? Moi, alors c'est pas particulièrement par rapport à Jamar Smith, si ce n'est pour souligner vraiment la performance, c'est plus pour, comment dire, faire un petit point sur, c'est très succinct, mais l'an dernier, Kazan, c'est une équipe qui avait pas mal déçu, malgré un effectif énorme sur le niveau de performance. Je trouve que même si c'est pas encore la panacée, euh, avec un effectif qui a un peu bougé, mais ça reste très raisonnable comparé aux habitudes de Kazan. Voilà, l'arrivée de joueurs comme Nate Walters, typiquement, euh, et le niveau de performance sur certains matchs, hein, c'est très irrégulier encore, mais de mecs comme Jordan Morgan ou Okaro White, voilà, ça apporte
vraiment une plus-value, et c'est une équipe qui, sans être, selon moi, hein, c'est une question de préférence, sans être dingue, reste performante, et on sait qu'ils seront là. C'est quand même une équipe en difficulté, hein, son début de saison. Autant en VTB qu'en Eurocup, hein. C'est vrai que pour avoir regardé des matchs, dans le contenu, c'est pas incroyable. Canaan, qui arrive cette saison, parfois joue un petit peu trop tout seul. Et finalement, comme l'a dit Olive, c'est que je trouve que l'effectif tourne mieux quand c'est un Nate Walters qui prend ses responsabilités. Sur le match que j'ai regardé, c'était vraiment la sensation que ça donnait. Et ce joueur me paraît un petit peu, on va dire, sous-estimé par son coach, contrairement au temps de jeu qu'il donne à Canaan, en fait. C'est le World Cup de l'Eurocup. Bien joué. Bien joué. Il y a un joueur qui peut-être est sous les radars d'Adrien, c'est John Brown, qui jouait, il me semble, à Brindisi la saison dernière. Est-ce que tu avais des souvenirs, Adrien, de ce joueur? Ouais, c'était la saison précédente avec Brindisi, comme tu as dit. Ils avaient également Adrian Banks et Tyler Stone, donc ils avaient fait une grosse saison. Et lui, c'est vrai que c'était un joueur pas mal. J'aime bien un peu son look avec ses dreads et aussi ses googles, là, ses lunettes. Mais c'est un super joueur et franchement, ça me fait plaisir qu'il ait signé dans un club comme ça. Il le mérite. Et d'ailleurs, il est le deuxième plus gros temps de jeu de Kazan cette saison. Et pour ceux qui ne le connaissent pas bien, donc au-delà du style, c'est aussi un joueur qui va beaucoup à l'énergie. C'est un vrai energizer, un peu à l'image d'un Montrezl en NBA. Il donne beaucoup de sa personne et il fait pas mal de bien à cette équipe de Kazan. Est-ce que du coup on donne un petit mot sur la JL Bourg? On en a pas mal parlé. Notre équipe un peu favorite chez Ficelle. Euh, qu'est-ce que vous en avez à dire? Ils sont donc à 3-1. Il leur manque 3 matchs en retard à cause du Covid, donc contre Venise, Kazan, Badalone, donc 3 gros morceaux plutôt. Adrien, qu'est-ce que tu peux nous dire de la JL Bourg? Ça fait plaisir parce que on les attend à ce niveau-là. Ils ont fait un gros recrutement. Ils ont notamment Alenomic. Ils ont également toujours aussi saignant Andjusic. Donc ils ont quand même des sacrés joueurs. En plus de ça, euh, il y a Pierre Pelos qui est vraiment pas mal. Donc franchement, c'est un effectif qui tourne bien. Et c'est super de les voir à ce niveau parce que je pensais souvent en BCL à la JDA Dijon, qui est un club qui avait un peu le même parcours. Tu vois, ils étaient souvent milieu de tableau et ils n'avaient jamais réussi comment je pourrais dire ça, à passer un plafond de verre. Et c'est ce que fait la Gielbourg, quoi. Donc on peut être que satisfait de voir ce qu'ils donnent sur le terrain, quoi. Ludo, Olive, qu'est-ce que vous pouvez dire de la JL Bourg? Alors moi, ils m'impressionnent. Leur parcours en Deep Elite où ils sont toujours invaincus, leur victoire hier à Boulogne-le-Valois avec un Danilo Andjusic qui dégaine à 3 points, catch and shoot quasi au buzzer. Ils sont vraiment impressionnants. En Eurocoupe, pour leur première qualification européenne, ils les assurent. Ils ont un développement de club hyper impressionnant. Je pense que ça devrait être un modèle pour beaucoup. Donc à tous les niveaux, franchement, ils sont impressionnants. Ouais, moi, je vous rejoins, hein, par rapport à ça sur la dynamique, la progression, la structuration de l'équipe. Voilà, c'est magnifique, hein, tout le monde fait un gros boulot. Ils ont réussi à tirer la quintessence vraiment complètement de leur effectif. T'as l'impression finalement que ça a été toujours une équipe d'Eurocup quand tu les vois jouer cette saison. Euh, voilà, je ne vais pas passer sur les performances individuelles parce qu'il y a des joueurs qui sont vraiment sensationnels. Mais tu vois, juste pour un enchaînement, euh, ils sont dans une poule donc, dans laquelle il y a Badalone, voilà, qui caracole en tête, Kazan qui performe l'air de rien, hein. On dira ce qu'on veut du niveau de performance, hein, c'est ce qui est assez juste. Et, euh, et finalement, on retrouve Bourg devant une équipe comme le Partizan, euh, qui est une équipe sur laquelle finalement historiquement on retrouve, hein, ces valeurs de travail, d'investissement personnel, de d'utilisation des jeunes, de développement. Et là, il y a une dynamique qui est un petit peu inversée, alors
pourrait se renverser avec le changement de coach. Mais c'est voilà, histoire de lâcher quelques mots sur le Partizan, parce que je sais que Romain, ça te tient à cœur. Oui, oui, ça me tiendra à cœur. Pour moi, la saison commence que maintenant, mais vas-y, je t'en prie. Non, c'était vraiment pour ouvrir le sujet. On en a parlé déjà quelques fois, et puis je laisserai la parole ensuite. Mais voilà, pour avoir vu quelques petits matchs en début de saison, j'ai pas retrouvé le Partizan de la saison dernière. Hein. Alors, le départ de Trinchieri, c'est quelque chose qui fait très très mal. Mais finalement, Trinchieri, qui n'est pas un coach de système, qui est un coach de groupe, tu vois que sur des équipes comme le Partizan, avec des effectifs qui sont très corrects, mais pas non plus, qui n'ont pas non plus la profondeur d'équipes qu'on abordera par la suite, hein, comme le Loco par exemple, ou même Gazan, tiens. Voilà, la mayonnaise n'a pas pris avec l'utilisation de son entraîneur adjoint. Là, il y a un changement de coach récent. C'était vraiment terrible à voir. Ça fait pour l'instant le bonheur de Bourg, hein, notamment. Mais bon, voilà. J'espère finalement que le Partizan va remonter un peu, mais que Bourg va se servir de l'avantage qu'ils auront pris sur eux, puisque c'est quand même, je pense, leur concurrent principal pour la 3e place. Je sais pas ce que vous en pensez, les garçons. Oui, un des concurrents. Ouais, concurrent. Après, le Partizan, du coup, a l'air de beaucoup mieux aller depuis l'arrivée de Filipovski. Ils sont sur 2 victoires en championnat. Il n'a pas encore pu sévir en Eurocup, donc à voir, à voir. Mais c'est vrai que Bourg apprend vite en ce début de saison et pour sa première campagne en Eurocup. Donc c'est très intéressant. Quelqu'un un autre mot à ajouter ou est-ce qu'on peut passer au groupe B? Non, ben, je dirais que Olivier a tout dit sur le Partizan, donc on va passer au groupe B. Hein. Ok, bah alors c'est parti. Du coup, Olivier va nous présenter un groupe avec un autre club français, c'est le groupe B. Je t'en prie, Olivier. Alors le groupe B, qui est constitué donc de l'Unicaja Malaga, le club d'Axel Bouteille, qui a 5 victoires et 2 défaites. Les Metropolitans de Boulogne-Levallois, Paris-Levallois, Boulogne, Metropolitans 92. On peut leur donner tous les noms qu'on veut, c'est chouette. Voilà, avec mon amour de jeunesse, Vitalis Chikoko qui nous a quittés. Avec 4 victoires et 2 défaites. Buduknost Podgorica qui a 3 victoires et 2 défaites. L'ancien club de Kylian Hayes, Ulm, le club allemand qui est 4e avec 3 victoires et 4 défaites. Mornar-Bach qui est également avec 3 victoires, 4 défaites, 5e. Et Germany Brescia qui clôt ce classement avec 1 victoire et 5 défaites. Donc une poule que j'ai pas mal suivie, qui en dépit finalement des victoires et défaites, que je trouve plutôt homogène. Alors il y a un gap hein, évidemment entre Boulogne, Malaga et de l'autre côté Brescia, mais la seule équipe que je trouve vraiment en difficulté, c'est le Brescia de Christian Burns, l'ancien Milanais notamment. Voilà, je ne m'étendrai pas plus dessus. J'ai trouvé Malaga finalement, alors ils sont en tête de la poule, mais moins performants, moins flamboyants que l'an dernier. Hein, une équipe qui avait été très séduisante, produisant un jeu super intéressant. Boulogne, je pense qu'on reviendra en détail, mais voilà, qui brille par sa puissance et son intensité physique, hein, très bien coaché aussi. Et les poils à gratter, Buduknost, Mornar-Bach et Ulm, voilà, qui vont choper des victoires à droite à gauche. Moi, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez justement, vous, par rapport à l'aspect très homogène de cette poule, où on n'a pas l'impression qu'il y a quelque chose qui se dégage de manière franche? Adrien, vas-y, je t'en prie. J'ai envie de dire que il y aurait pas mal de choses à dire sur ce groupe. Malaga, je suis surpris, oui et non, parce que tu vois, je m'attendais quand même en dernier, je me disais, peut-être ça va commencer à s'essouffler, ça va être moins balèze avec les années. Finalement, ils continuent à confirmer. Donc, tant mieux pour eux, j'ai envie de dire. Sachant qu'ils ont toujours leur sponsor Unicara. Et donc, c'est pas rien quand tu as un sponsor comme ça qui amène les thunes. Donc, clairement, ça aide. Mais sinon, derrière, Boulogne-le-Valois, j'attendais de voir ce que ça donne. Et je suis plutôt content. Voilà, ils ont un gros roster. J'ai vu quelques-uns de leurs matchs, notamment en championnat de France. Et j'ai envie de dire que c'est super parce que bon, on sait qu'à Paris, le basket, c'est compliqué. Et quand tu vois ce club qui va être délocalisé à Boulogne dans peu de temps, parce qu'ils jouent encore
Il joue à Levallois, là, non? Ça, Marcel Cerdan, ouais. Palais des Sports Marcel Cerdan, ouais. Donc c'est plutôt une bonne chose, voilà. En plus, ils doivent avoir un budget pas trop mal. Et derrière, Mornarbar, qui est vraiment au niveau, j'ai envie de dire. Alors après, c'est sûr qu'ils ont un bilan tout juste équilibré, mais je préfère les voir à ce niveau-là que les performances qu'ils avaient fait en BCL. C'était pas terrible il y a quelques temps de ça. Je crois que c'était la saison précédente, ou il y a 2 ans. Et sinon, Brescia, ouais, grosse déception. Brescia, je m'attendais à mieux. Et c'est vrai que vu le budget qu'ils ont et vu les attentes qu'il y a autour, ben c'est vrai que ça fait mal quoi de se dire que Brescia, même en championnat italien, ça fonctionne pas trop. Alors ok, en Italie, pour l'instant, dans le calendrier, ils ont rencontré que des grosses équipes. Mais là, en Eurocup, quand je vois même Ulm devant eux, je comprends pas quoi. Donc voilà mon opinion sur le groupe B. Olive, il y a une question moi qui me tourne dans la tête. Est-ce que c'est que le groupe B euh, a des équipes qui, en termes de niveau, se valent, ou est-ce que, et justement, est-ce qu'elles se valent et parce que c'est des bonnes équipes, ou est-ce que le niveau est plutôt bas? Me vient une question aussi, c'est Mornar qui a quand même un effectif incroyable. Sur le papier, il est très intéressant, il y a des joueurs référencés. Et finalement, ils sont avant-derniers, alors à égalité avec Ulm. Mais est-ce qu'on doit considérer Mornar comme une petite déception au vu des résultats, ou est-ce que le niveau du groupe fait qu'on a ces résultats-là? Il y a plusieurs, il y a plusieurs aspects en fait. Comment dire? Euh, Selon moi, il y a des différences de niveau. Malaga et Boulogne, en termes de profondeur d'effectifs, de production de jeu, de volume, euh, c'est au-dessus. C'est vraiment au-dessus. Budognost et Mornar-Bar, je les mets sur deux dynamiques différentes. Budognost, je trouve que finalement, avec leurs moyens, qui sont intéressants, hein, mais qui ne sont pas non plus des moyens d'équipe élite, euh, c'est pas mal du tout. Ils s'appuient plus sur voilà, enfin, l'utilisation des mecs comme Ivanovic notamment. Malgré les pertes d'Hassan Martin, Banford, Kilpatrick, enfin, ils ont perdu du monde, mais malgré ça, ils ont réussi à s'appuyer sur une souche de joueurs dont certains formés au club pour continuer à exister sur quelque chose de, comment dire, de pérenne. Mornar-Bar, l'effectif est effectivement très intéressant, mais c'est quand même un effectif de solistes, hein. Aussi talentueux soit-il, hein, les Taylor Smith, Pullen, Whitehead, c'est des gars qui sont là maintenant et qui c'est des journeymen, hein, les gars seront pas là très longtemps. Et avec cette espèce de disparité qu'il y a sur le rythme des matchs, la fréquence, etc., euh, comment dire, on est appelé, si les équipes font pas l'effort de jouer collectivement, à avoir voilà, ces espèces de montagnes russes finalement. Le fait de voir Mornar-Bar à ce niveau-là, qui est vraiment très moyen, au même niveau que Ulm, et honnêtement, Ulm, il y a eu quand même un downgrade supposé en termes d'effectifs. Euh, oui, c'est signe d'un niveau de performance plus faible que ce que moi, personnellement, j'attendais de Mornar-Bar en début de saison. Donc voilà, sur la balance Budoknost, Mornar-Bar, c'est deux équipes que je vois sur des dynamiques qui sont pas totalement antagonistes, mais un peu opposées. Donc, Alors, pour te répondre rapidement, après je laisse la parole, euh, le niveau est homogène en termes de performance, mais il y a des tiers quand même dans cette poule-là, je trouve. Adrien, une réaction? ouais, concernant Mornar-Bar, quand tu dis effectif de soliste, je suis plutôt d'accord parce qu'il y a des grosses individualités. Mais quand même, je veux dire, ok, ils ont, ça pourrait être mieux, mais je veux dire, quand tu vois ce qu'ils ont fait en BCL il y a quelques temps de ça, là, ils m'avaient déçu en BCL, hein. Pourtant, ils avaient déjà un gros roster. Donc, je trouve que ce qu'ils font en Eurocup, c'est pas trop mal. Alors après, on peut se poser la question du niveau de l'Eurocup cette année, hein. Peut-être que la BCL a un niveau plus balèze. C'est, On y c'est viendra. un vaste débat, j'ai envie de dire. Mais pour moi, Mornar, ils sont pas trop mal. Ils pourraient faire mieux. Mais quand tu vois les grosses individualités qu'il y a dans l'équipe et quand tu sais qu'il faut gérer ça, je trouve que ils se débrouillent plutôt bien. Après, c'est clair que ils pourraient faire mieux, c'est clair. Ludo, il me semble que tu aimes bien le basket des pays de l'Est. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur tout ce qui vient de se dire?
Alors, moi, je voulais juste rappeler que mon Arbar était prévu pour jouer la FIBA Europe Cup. Ils ont rattrapé le train de l'Eurocup suite au forfait du Maccabi Rishon Lezion, donc En par rapport au plus, niveau, voilà. en Euh, plus, tu changes de level là, carrément. Bah, c'est ça. Ensuite, donc moi dans ce groupe, pour moi il y a 3 tiers. Donc Malaga d'abord en haut de l'affiche forcément, même si c'est plus faible que l'année dernière. Je trouve que depuis qu'ils sont plus en Euroleague, le niveau descend petit à petit, donc c'est un peu inquiétant. Après, pour moi, il y a Boulogne-le-Valois et Budućnost Podgorica ensemble. Budućnost avec un duo de meneurs assez impressionnant avec donc Justin Cups et Nikola Ivanovic. Et derrière, il y a Ulm et Mornarbach. Ulm, c'est quand même largement meilleur que l'année dernière. C'était faible l'année dernière, franchement, même s'il y avait Kylian Hayes, mais bon, c'était quand même faible. Cette Le année, c'est collectif est meilleur. meilleur, ouais. Tout à fait. Et évidemment, tout au bout, il y a Brescia. Bon, on n'en parle pas, c'est quand même faible cette année. Olivier, on vient d'en parler de Ulm. Il me semble qu'il y a un joueur qui a quand même pas mal performé ces derniers temps sous les ordres de Jaka Lakovic. C'est l'intérieur allemand, Dylan Osetkowski. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire sur lui? Il vient de faire un énorme match lors de la dernière journée. Alors oui, effectivement, moi, c'est un joueur que je ne connaissais pas du tout. Il était à Göttingen apparemment la saison dernière avec déjà un niveau de performance assez intéressant. C'est vraiment un pivot moderne. Voilà, il fait 2,6 m, il est assez athlétique, il a une envergure immense. Et c'est un joueur qui a vraiment, vraiment une grosse intelligence dans sa capacité à s'adapter en fait à l'adversité. Il y a un seul match, il faut savoir cette année, il y a un seul match où il a été en dessous de 15 d'évaluation. C'était contre Boulogne, où il a vraiment souffert. Il a souffert dans la raquette, où il a pas pu. C'est un joueur qui est capable d'écarter, mais aussi de jouer ses post-up à 3-4 mètres pour aller jouer ses 1 contre 1. Sauf que c'est tellement dense, la raquette de Levallois, que c'était très compliqué. Et quand il a voulu s'écarter un petit peu, il a à chaque fois été défendu par les postes 3 très athlétiques, hein, Brown et Konaté de Boulogne. Donc il a été très en difficulté. Il a quasiment pas eu de shoot. Ils ont coupé les transmissions. Il a été en fall trouble. Il a été à 5 fautes finalement au bout de, je crois, 18 ou 19 minutes de jeu. Mais sur le reste des performances, sur les matchs qu'il a joués, contre Mornar-Bar, c'est 26 dévals. Contre Brescia, c'est 31 dévals au match aller. Contre Budućnost, 25 dévals. Contre Malaga, 19 dévals. Contre Mornar-Bar, 27 dévals. Et le dernier match contre Brescia, il joue 29 minutes, il fait 32 points. À 5 sur 7 à 2 points, 4 sur 5 à 3 points, 10 sur 10 au lancer franc, 7 rebonds, 2 contre, 41 d'évaluation. Donc, c'est un joueur qui est assez jeune, hein, qui a 24 ans. Je pense qu'on sera appelé à le voir assez longtemps sur la scène européenne. C'est vraiment un de ces postes 4-5 typiques du jeu européen tel qu'il va se pratiquer maintenant. Et il existe aussi parce que ce que tu disais, Ludo, qui était très juste, le départ de Kylian Hayes, même s'il avait un niveau de performance élevé, fait que l'ensemble Ulm joue bien. C'est fluide et ça lui permet, lui, de pouvoir se libérer, jouer le spot-up, jouer du catch and shoot. Enfin, c'est assez sympa de m'avoir joué. C'est pas transcendant, mais c'est assez sympa. Moi, ça m'a plu et ce joueur m'a plu particulièrement. Belle petite découverte. Les Ludo et Adrien, est-ce que vous en aviez entendu parler ou est-ce qu'on passe au groupe C? Moi, je voulais juste préciser que c'est un Américain en fait naturalisé allemand. Voilà, c'est juste la précision. Il avait fait son cycle complet en NCA, dont il est sorti il y a 2 ans. Non, en vrai, comme disait Olivier, gros joueur, effectivement, et je l'avais déjà découvert les années précédentes. Et fort talent, quoi, et c'est super ce qu'il fait en Eurocup. Voilà. Super. Olivier, je te propose d'enchaîner sur le groupe C qui Alors, Romain, excuse-moi, je voulais juste faire un dernier petit point sur Boulogne-le-Valois parce qu'on n'en a pas parlé. Je voulais juste dire que j'étais un peu déçu du départ de Rob Gray et du départ d'Assem Maraï, l'Égyptien, qui a amené beaucoup, je trouve, dans l'équipe, qui était pigiste médical suite à la blessure de Miralem Halilovic.
et qui part alors que Halilovic n'est pas remis. Donc je trouve que ça, c'est une perte, une mauvaise perte pour Boulogne-le-Valois. Ouais, Mareille, vraiment, ouais, excellent joueur de collectif, le vrai Ouais. rôle player, pivot de devoir, enfin intérieur de devoir, parce qu'il est assez polyvalent. Enfin, moi, c'est vrai, quand j'ai vu qu'il l'avait pas re-signé, alors il y a toutes les raisons, hein, mais grosse déception pour moi aussi. Et Rob Gray, c'est autre chose, parce qu'il est très fort, mais Oui, on l'a encore vu hier. Mais Mareille, je j'ai pas compris non plus. Je suis un peu déçu. on est d'accord. C'est pas faux. Marais qui a porté voilà, ce vrai sens du sacrifice, je suis totalement d'accord. Après, en espérant qu'Alilovic arrive rapidement. On connaît le talent du garçon, on sait ce qu'il vaut, donc ça va être une vraie plus-value pour Boulogne. J'espère que la transition va se faire avec le moins de dégâts possible en termes de résultats. On espère que le duo de Brown fera l'effet escompté. On passe au groupe C du coup, Olivier, donc avec un trio en haut du classement qui est plutôt costaud, n'est-ce pas? Alors, un trio et un duo dans le trio, vraiment. Donc le groupe C, constitué de la Virtus Bologne de Milos Teodosic, qui est à 6 victoires, 0 défaites, équipe extrêmement impressionnante, on y reviendra je pense. En second, le Lokomotiv, alors, impressionnant aussi, hein, je crois que c'est la meilleure attaque de la compétition, qui a 5 victoires et 2 défaites. Les 2 défaites sont contre la Virtus, je précise. Troisième, Monaco, qui a 3 victoires et 2 défaites, ce qui est plutôt honnête, hein, compte tenu du turnover dans l'effectif de Monaco à l'intersaison. Quatrième, c'est un peu ma déception, on y viendra rapidement, c'est Andorre, de l'ancien antérien Jérémy Senglin notamment, au Kurpalsson aussi, me semble-t-il. Et cinquième et sixième, alors c'est vraiment pas pour leur faire injure, hein, mais je le passe très rapidement. Il y a Lietkabelis, les Lituaniens, troisième du championnat de Lituanie depuis 3 ans et encore cette année, qui sont à 1 victoire et 4 défaites. Leur seule victoire, c'est contre Telenet Giants Antwerp, voilà, le club belge qui a 0 victoire, 6 défaites, moins 106 au goal average. Voilà, ils sont en train de passer une session d'Eurocup très 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 compliquée, douloureuse pour eux. Est-ce que dans ce groupe, on a la présence, justement, tu parles de ce duo, est-ce qu'on a la présence de deux favoris pour le titre final de cette Eurocup? C'est un petit peu alors sans avoir regardé en détail cette poule, pour avoir vu quelques matchs par contre de ces deux équipes, j'ai vraiment la sensation qu'il y a deux gros clients. Ben, moi, perso, je le dis franchement, le Lokomotiv Kuban, je suis quand même impressionné parce que la saison précédente, autant c'était une déception, on avait le sentiment que ça commençait un peu à arriver sur la fin. Et là, vraiment, cette année, ils ont Kalnietis qui fait des matchs énormes. Ils ont Alan Williams qui est tout aussi monstrueux. Et ils ont également un petit nouveau, Kevin Hervey, qui vient de G-League. Et moi, je l'ai découvert et franchement, c'est un ajout non négligeable. Donc franchement, ouais, le Lokomotiv Kuban, je pense qu'il pourrait aller au moins quart demi-finale. Moi, je ne serais pas surpris de les voir. Et puis la Virtus Bologne, bon, je ne suis pas étonné, c'est incontournable. Ils ont gardé leur ossature avec Teodosic, avec Markovic, avec Julian Gumbel notamment. Ils ont rajouté Josh Adams. Mais sinon, ouais, après Monaco, c'est pas mal, mais ça pourrait être plus balèze. Mais après, je suis pas surpris de les voir un peu galérer, quoi. Mais ils sont dans un gros groupe de toute façon. À part les deux dernières équipes, Lietkabelis et Anvers, c'est vraiment pas terrible, quoi. Mais voilà, c'est mon opinion. Ludo, ton sentiment sur ce groupe C et notamment sur les deux têtes d'affiche? Alors, pour moi, la Virtus et le Lokomotiv Kuban, effectivement, deux des favorites de cette Eurocup, avec Badalone et malgré tout Malaga. Donc voilà. Ensuite, un groupe très dense au niveau des quatre principaux clubs. Malgré tout, aucun suspense pour la qualification parce que Lietkabelis et Antwerp, c'est quand même très 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 faible. Donc je voudrais revenir quand même un petit peu sur les deux gros, donc la Virtus
avec le coach Djordjevic qui fait du bon boulot. Teodosic qui fait ses perfs tranquilles en sortant du banc, voilà. Il se permet de titulariser le jeune Alessandro Paiola qui fait des bonnes perfs et qui se développe du coup. Effectif très complet, très intéressant. Le Lokomotiv Kuban, très bon en Eurocup et très bon en VTB. Un duo Mantas-Cagnetis, Alan Williams, impressionnant. Donc, pour dire Alan Williams, meilleur rebondeur de l'Eurocup, meilleur marqueur et meilleur rebondeur de la VTB. Mantas-Cagnetis, meilleur passeur de l'Eurocup et de la VTB. Donc, je pense que là, tout est dit. Mais Olivier, vas-y, je t'en prie, si tu veux développer sur le sujet. Romain, je te laisse la parole d'abord. Ouais, ok, ça marche, pas de souci. Donc moi dans ce groupe, alors je vais commencer par Monaco, donc troisième au classement. 3 victoires contre Andorre, contre Lietkabelis et contre les Belges. Malheureusement, ils se sont pris les deux murs, donc Bologne et le Loco. Donc une équipe qui a le style Mitrovic, hein, clairement. C'est souvent plus dans l'efficacité que dans la beauté du basket, même s'il y a de très bons joueurs. Après, pour revenir sur les deux gros, je suis très impressionné par la Virtus. C'est un petit peu le même effet que pour certaines équipes en Euroleague. J'avais en tête Barcelone. C'est que il y a une équipe qui fonctionne et on change pas une équipe qui gagne, au contraire, on l'améliore. Et effectivement, Josh Adams qui arrive de Malaga, il me fait une bonne sensation, même s'il est encore irrégulier, il apporte un autre style et complémentaire de Markovic et de Teodosic. Donc je suis très impressionné. J'aime beaucoup Ali Begovic aussi qui notamment contre Monaco a eu un gros passage dans le match. Et pour le Lokomotiv Kuban, j'ai l'impression, alors va y avoir une bagarre avec un joueur de Bologne, mais j'ai l'impression qu'Allen Williams se positionne comme un candidat au titre de MVP de la saison régulière. Ludo a parlé de ses stats un petit peu. Pour faire le récapitulatif, il est à 15,6 points, 13,4 rebonds, 2 passes, une interception, 1,3 contre, 22,6 déval. Et il s'est permis de faire 27 points, 17 rebonds contre Anvers. Dans l'autre sens, pour justement le mettre en confrontation avec Teodosic. Teodosic, en sortant du banc, c'est 19,4 points, à 41% à 3 points, 7,4 passes, 1,6 rebonds, 23 déval. On a clairement dans ce groupe un duo entre deux candidats au titre de MVP. Enfin, c'est la sensation que j'ai. Olivier, on a parlé de Bologne. Est-ce que toi, tu as un mot à dire sur le Lokomotiv Kuban? Alors, c'était un mot en fait, mais finalement, pour pouvoir articuler un peu ces trois équipes et terminer sur le Loco, on avait pu en discuter entre nous. Sur la Virtus, il y a toutes les valeurs qu'on connaît. C'est en place. Il y a une forme de continuité par rapport à l'an dernier, avec, en plus de ça, une dimension défensive qu'ils n'avaient pas l'an dernier. L'utilisation de Teodosic là, en sixième homme de luxe, vu son évaluation, c'est quand même assez fou. En fait, l'utilisation d'Abbas, Adams, vous parliez d'Ali Begovic, de Tessitori aussi, permet finalement de donner vraiment ce côté très athlétique et défensif pour ensuite pouvoir asseoir leur jeu, et ils ont tellement de volume de talent que personne ne peut leur résister, quoi. Et c'est une équipe qui non seulement a des très bonnes évaluations collectives, mais réduit ses adversaires à des évaluations collectives terribles du fait de leur intensité. Et donc en fin de match, tu peux voir des espèces de transcendance justement de Teodosic parce que l'équipe en face est complètement cramée par l'intensité. Le Lokomotiv, à contrario, c'est une équipe qui cherche à avoir d'entrée la main sur le ballon et tout maîtriser du début à la fin. Et ils y arrivent, sauf quand ils tombent contre une équipe comme la Virtus qui, finalement, en termes de domination, c'est assez incroyable. Et donc, pour revenir sur Alan Williams, Pachutin a réussi donc le coach du Loco, a réussi à recréer un environnement tout à fait propice à l'explosion offensive d'Alan Williams. Donc, vous parliez de Cagnetis, qui est sur les 3 derniers matchs à plus de 10 passes décisives par match. Il y a Cummings, donc Kevin Hervey, qui est donc joué en G-League, mais il avait fait pas mal d'apparitions avec
le Thunder d'OKC, et à chaque fois de manière assez intéressante, et il apporte une forme de dureté, vraiment de dureté qui permet à Williams d'être plus sur la gestion du match-up à chaque fois favorable. Alors il est tellement puissant que voilà, il est quasiment inarrêtable, quoi. Il y a Jordan Crawford qu'on a vu l'an dernier en Allemagne qui fait des super perfs, Will Cummings, enfin voilà, ils ont eux une profondeur en termes de talent. Les profils sont quasiment tous offensifs à part Hervey. Pas que offensifs, mais essentiellement offensifs. Voilà, les seules difficultés qu'ils ont eues, leur bilan finalement, ils ne montrent pas leur niveau. Quand on voit qu'ils sont à 5-2, c'est très très bien, mais 5-2 par rapport au niveau de jeu qu'ils proposent, c'est quand même incroyable. Moi, je retrouve le loco de 2015 un petit peu sur la production offensive. Donc voilà, et juste le seul point par rapport à Monaco, je vous laisse la parole ensuite. Monaco, c'est quand même une équipe qui a réussi à donner une identité très défensive, donc très spécifique à Mitrovic, mais là où on voit dans ce trio de tête l'omnipotence du duo, c'est que contre le loco, ils en prennent 88 ou 90, et contre Bologne, ils en prennent 95, quoi. Donc voilà, il y a ce duo de tête, et effectivement, je crois qu'on a au moins on a deux demi-finalistes potentiels. Ludo, on peut ajouter? Adrien, pardon. Je sais pas, Ludo, tu voulais dire quelque chose? Ouais, je voulais juste rajouter aux locaux l'expérience de Mindaugas Kuzminskas qui me paraît importante aussi. Voilà, juste ça. Ouais, et moi je voulais revenir sur la Virtus, parce que à part l'ajout de Josh Adams, désolé si j'ai eu du mal à prononcer son nom tout à l'heure, et il y a quand même Tessitori, Abbas, Ricci et Paggiola qui sont italiens, tu vois. Donc tu as quand même des Italiens qui ont un rôle dans une équipe qui est redevenue un gros club, quoi. Et moi, c'est ça que je retiens. Je veux dire, dans des championnats où on dit que les joueurs locaux n'ont plus tellement de responsabilités, et ben là, la Virtus Bologne, il nous prouve le contraire. Donc, d'un côté, tu as des super joueurs étrangers, et puis en plus de ça, ben, ils donnent un rôle aux joueurs italiens. Et moi, j'approuve totalement ça. Ça tombe bien, Adrien, que tu parles de basket italien. Ça va me permettre de jongler et de faire une transition vers le groupe D. Le basket italien est en avant dans cette compétition, car du coup, Bologne, avec son bilan de 6-0, est déjà qualifié pour le top 16. Et dans le groupe D que je vais présenter, c'est la même chose. Pour l'équipe qui est première, c'est Trento, avec un bilan de 6-1, qui est aussi qualifié pour le top 16. Donc ça va faire plaisir à Adrien de voir les clubs italiens bien représentés dans cette compétition. Adrien, tout de suite, avant que je développe la suite de mon groupe, l'Italie est là. Ah bah c'est clair. Trento, honnêtement, je m'attendais pas à ça parce que je pensais que ça allait devenir moins balèze avec les années. Et au final, ils répondent présent, sachant qu'en championnat italien, c'est pas vraiment ça. Il faudrait que je vois qui ils ont affronté. Mais c'est super pour eux. En plus, ils ont un super joueur ricain qui s'appelle Jekore Williams. Alors lui, il est énormissime. Déjà en championnat italien, le gars tourne quasiment en double-double. Et, et ensuite, ils ont aussi Gary Brown, qui est portoricain. Donc, ils ont gardé Toto Forey, qui est toujours là. Ils ont toujours Davide Pascolo. Et donc, franchement, c'est une agréable surprise qu'ils soient à ce niveau-là. Et j'espère que ça va continuer comme ça pour eux. Parce que vraiment, dernièrement, j'avais réellement le sentiment qu'il y avait quelque chose qui s'essoufflait. Donc, je demande que ça. Et ensuite, Grande Canaria, c'est pas vraiment une surprise. Le CD Vita Olympia, ça me fait plaisir parce que je m'attendais justement à ce qu'ils aient des résultats. Parce que souvent, comme je disais dans les précédents podcasts, les clubs de l'ex-Yougoslavie, ils ont des fois des gros rosters et ça déçoit derrière. Donc là, ils sont pas trop mal. Nanterre, petite déception quand même si ben, quand tu vois la concurrence dans le groupe, c'est vrai que c'est pas évident. Patras pourrait clairement mieux faire. Et surnom Bursaspor, je suis pas vraiment étonné parce que c'est pas la plus grosse des équipes turques, quoi. Donc voilà mon avis sur le groupe D.
Justement, ce groupe D, donc je vais faire un rapide tour du classement. Donc Trento avec 6-1, deuxième Grande Canaria avec 5-2, le CD Vita avec 4-2, Nanterre et Prometheas Patras à 2-4, et donc Bursaspor ferme la marche avec 0 victoire, 6 défaites. Pour très vite passer sur Trento, parce qu'Adrien s'est déjà bien exprimé, effectivement, le duo Brown-Williams fait beaucoup de bien. Euh, c'est une équipe qui a limité Prometheas et le CD Vita à 51 points. C'est une équipe qui a l'air d'être très défensive, avec du coup le duo pour les porter en attaque. Euh, c'est assez intéressant à voir. Après, à noter que du coup, la poule leur semble beaucoup plus favorable que les années précédentes, où ils avaient eu du mal à se qualifier pour le tour suivant ou pas du tout se qualifier. Donc là, ça leur est favorable, ils sont déjà qualifiés. Euh, Si moi je dois m'exprimer sur quelques autres équipes, Grande Canaria est en train de trouver ses ajustements. Ils ont eu un petit peu de mal en début d'année avec leur effectif. Il y a eu la vraie fausse arrivée d'AJ Slaughter qui va finalement bien venir à Grande Canaria. Il y a eu le recrutement d'Amedeo Della Valle qui est arrivé, a fait 6 matchs. Il est reparti, il est à Podgorica maintenant. Euh, voilà, c'est une équipe qui, je pense, va compter dans cette compétition. Elle est en train de trouver son rythme derrière un énorme Stan Okoye, l'américano-nigérian, qui est très intéressant. Euh, pour Nanterre, effectivement, alors c'était un point de vue personnel quand on l'avait abordé dans un précédent podcast. C'était pour moi l'équipe française qui allait avoir le plus de difficultés par rapport aux autres. Alors, ça me donne raison au vu des résultats. Malheureusement, il y a le Covid qui s'est mélangé à leur saison. Euh, Ils ont des matchs qui ont été repoussés. Ils ont été obligés de jouer un match à CD Vita en y allant avec 8 joueurs, dont 3 jeunes, donc Fortas et Yongo Dingo et Wenbenyama. Il y a la blessure longue durée de Dussoulier qui s'est fait une entorse du genou avec les ligaments qui ont été touchés. Il y a 2 matchs où ils sont privés de coach Pascal Donadieu et que c'est Franck Le Goff, donc AC Vita, et Philippe Da Silva contre Grande Canaria qui sont obligés de coacher. Et enfin, il y a eu la déception de White Bikes qui, du coup, n'a pas réussi à trouver sa place dans l'effectif nantérien et qui est déjà parti. Donc voilà pour Nanterre. Euh, J'aurai un petit mot sur une autre équipe après, mais ça sera en bonus avant qu'on passe sur la BCL. Ludo, est-ce que tu as un mot à dire sur ce groupe D d'Eurocup? Moi, je voulais revenir sur la saison de Gran Canaria, qui a connu beaucoup de difficultés, surtout en Liga ACB. Ils ont été relégables pendant un moment. Ils ont le mérite de laisser du temps à Porfi Fissac pour mettre son équipe en place. Pourtant, ça me paraît être une très bonne équipe avec Andrew Albici, notamment Frankie Ferrari, un super duo de meneurs, pour moi en tout cas. Ils ont des joueurs athlétiques comme Jacob Wiley, ils ont des joueurs costauds avec Beka Burjanadze, Matt Costello, il y a de l'expérience. Bon, c'est vrai que l'expérience à Medeo de la Vallée n'a pas été prometteuse. Il y a Thomas Dimsa qui est arrivé du coup, et ils ont fait venir AJ Slaughter. Donc je pense que ça va se mettre en place, mais je la voyais au-dessus de ça. Je voulais aussi parler de Bursaspor. Alors Bursaspor, c'est assez catastrophique pour l'instant. 6 défaites, moins 76 de point average en cumulé. Hier, ils ont pris 30 points à Bassessir, qui jouait sans Eric Green, et pour le dernier match d'Alex Perez, d'ailleurs, qui part à Fenerbahçe. C'est quand même catastrophique, franchement. Le basket turc en Eurocup cette année entre Bassessir et Bursaspor, c'est 13 matchs, 13 défaites. Voilà, c'est pas terrible. Ça doit cacher ça des soucis financiers encore, ça. À mon avis, ils dépensent beaucoup d'argent, mais à côté de ça, et encore, Bursaspor, moi, le roster m'impressionne pas, je le dis franchement. Je suis plus impressionné par le roster de Başakşehir. Et encore, j'ai envie de dire, c'est peut-être surtout le sac majeur, parce qu'après, tu regardes tous les autres clubs turcs, maintenant, quand ils recrutent, c'est beaucoup le sac majeur, et derrière, il n'y a pas des grosses profondeurs de banc, quoi. Effectivement, Bursaspor, ils ont un effectif un peu bancal, malgré l'expérience de certains joueurs. Il y a plus de 300 matchs de compétition européenne avec Batuk et Savas.
Il y a même Arslan aussi qui a 243 matchs d'Euroleague à son compteur. Ça fonctionne pas vraiment, hein. Moi, j'ai regardé des matchs, ça fonctionne pas vraiment. Xavier Munford essaie de prendre le jeu à son compte. Là, sur les derniers temps, il y a Perry Jones aussi, si vous vous en souvenez, l'ancien joueur d'Oklahoma qui essaye de prendre ses responsabilités. Au milieu de ce début de compétition très compliqué pour eux, moi, il y a un joueur dans leur effectif qui potentiellement peut devenir intéressant. C'est Omer Khan Ilyasoglu, un jeune meneur de 19 ans qui est prêté par l'Anadolu. Euh, il trouve des angles de passe très intéressants. Il illumine un petit peu le jeu. Alors, au milieu de ce marasme, il est à 6,5 passes de moyenne. Voilà, c'est peut-être la seule petite éclaircie au milieu de tout ça. Euh, Olivier, il y a Ludo qui a parlé d'un joueur qui s'appelle Thomas Dimsa du côté de Grande Canaria. Il est lituanien. Il est à 53,1% à 3 points. Il allume des mèches à chaque journée. On sait que tu aimes bien le basket lituanien. Justement, qu'est-ce que tu penses de ce groupe D? Et peut-être que tu as regardé Grande Canaria jouer? Alors, tu lis dans mes pensées. Thomas Dimsa, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais depuis que je l'avais vu en équipe nationale de jeunes, à l'époque où il jouait aux Algiris, donc c'était il y a peut-être 6 ou 7 ans, je crois que c'est un joueur qui a 24 ans. 26, autant pour moi. Euh, Thomas Dimsa, donc il avait commencé la saison avec le Žalgiris, donc où il est formé, après une magnifique saison au Litkabilis où il avait été élu joueur ayant le plus progressé en LKL. Donc poste 2-3, shooter, peu de défense, mais vraiment un shooter redoutable, hein. C'est un gars qui, sur les 6 dernières années, est toujours aux alentours de 50% à 3 points avec un volume phénoménal. Et, euh, et ça n'a pas matché aux Žalgiris parce que c'est un joueur qui est peu mobile globalement. Et bon, pour ceux qui ont vu le Žalgiris cette année, ça court dans tous les sens. Donc ils ont préféré garder Steve Vasturia sur ce poste de 2-3 shooter, sans succès hein, pour le moment. Et du coup, lâcher Thomas Dimsa, c'est une pioche magnifique, hein. Vraiment dans le sens où c'est un gars qui va fitter dans l'équipe, qui va apporter du shoot. Euh, voilà, pour moi, je suis très content de le voir déjà à ce niveau-là et très content de le voir avec quelques responsabilités. Donc je suis assez content. Sur ce groupe, c'est un groupe que j'ai peu regardé. Euh, Globalement, du fait que je ne connaisse peu, j'ai été assez surpris de voir Trento avec ce bilan-là. Voilà, je connaissais Gary Brown, mais peu les autres joueurs et vraiment. Alors, je ne sais pas ce que vous pensez du niveau global de la poule. Ça explique peut-être justement de voir Trento et Grande Canaria en haut. Mais bon, écoute, si ce n'est sur certaines performances individuelles, voilà, je suis pas subjugué par ce groupe. Je le trouve sympa. Je suis juste un peu déçu par Prometheas, qui était une des équipes que j'aimais bien l'an dernier. Ludo, une réaction? Oui, je voulais juste réagir par rapport à ce que disait Adrien tout à l'heure par rapport au basket turc et à ses difficultés financières. On parlait de Basaksehir. Donc hier, Alex Perez a signé au Fenerbahçe. Donc Alex Perez qui était sous contrat, donc que le club a laissé partir. Et Eric Green ne jouait pas. Alors je ne sais pas s'il était blessé ou s'il est en partance aussi, mais c'est pas très rassurant. Ils ont quand même pas mal de clubs en difficulté, donc je trouve ça pas très rassurant. Et un autre sujet pas très rassurant non plus, donc on n'a pas parlé du Cedevita Olympia, mais juste pour dire que c'est le seul club slovène qui tienne à peu près la route. À côté de ça, c'est quand même la cata au niveau en Adriatic League. Les autres clubs sont en bas du classement. Il n'y a pas d'autres clubs derrière. C'est inquiétant, tout comme le basket croate, mais bon, c'est pas le sujet. Eh ben justement, ouais, j'allais te le dire. Ouais, c'est basket croate, basket slovène, ça craint un peu, hein. Ouais, alors que ben, du coup, je suis d'accord avec vous, même si donc le CD Vita, pour l'instant, a un bilan honorable, donc avec 4-2, ils sont dans les temps de passage pour se qualifier au top 16. L'année dernière, ça avait été très compliqué pour leur première année sous leur nouvelle identité. L'année dernière, à la même époque, ils étaient à une victoire, 5 défaites. Les 5 défaites, ils les avaient prises dès le début. Ils avaient commencé par un 0-5. Et du coup, là, cette saison, ils ont l'air d'être beaucoup mieux. Alors, l'effectif
a pas énormément bougé, ne serait-ce que leur joueur entre guillemets majeur américain de l'année dernière, Miller McIntyre, est passé aux Partisans. Ils ont récupéré donc un autre électron libre avec Kendrick Perry qui lui arrive du Mega Baymax, alors devenu Mega Soccerbet. C'est une équipe qui pour moi peut faire mieux, largement mieux. À noter quand même que ils ont dans leur effectif un super joueur. Je pense que tout le monde me rejoindra là-dessus avec Jaka Blažić qui est absolument classe, beaucoup d'expérience, des titres partout. Et là, il est titulaire indiscutable avec 17,7 points, 5,8 rebonds, 20 dévals. Donc voilà, effectivement, le basket des pays de l'Est est en difficulté. Tu l'as noté, Ludo, tu as rajouté le basket croate aussi. Pour l'instant, le Cedevita tient la baraque pour l'instant, effectivement, euh, dans cette poule D. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ou est-ce qu'on passerait pas à la BCL? Moi, juste un dernier petit point, quelque chose qui m'a un peu étonné. L'année dernière, Saragosse a fait une très belle saison avec Porfi Fissac comme entraîneur. Donc Fissac est parti à Gran Canaria et cette année, autant Saragosse fait une saison, on va dire pour l'instant très mauvaise, hein. Et Porfi Fissac a eu beaucoup de difficultés avec Gran Canaria qui pourtant avait des ambitions. Donc voilà, je trouve ça étonnant. Alors que les deux ensemble avaient été très bons l'année dernière, chacun de leur côté, c'est mauvais. C'est vrai, Grande Canaria peut faire beaucoup, beaucoup mieux. À voir. Pour l'instant, c'est pas catastrophique, mais il y a quand même une marge de progression assez importante. Avant de passer par la BCL, je vais juste rajouter un petit mot sur le Prometheas qu'Olivier a mentionné. L'équipe, elle semble pas avoir de très très grosses ambitions cette année. Pourtant, l'année dernière, ils étaient qualifiés en quart de finale. J'ai beaucoup aimé, en me documentant un petit peu sur cette équipe, leur histoire récente avec du coup le coach Makis Giatras qui est là depuis 2016, non 2013. 2013, ils étaient en quatrième division grecque à cette époque-là et ils rejoignent l'élite lors de la saison 2016-2017 sous ses ordres. Il y a juste une année où il n'était pas là, il s'était mis en retrait et était manager général, je crois. Il fait un beau boulot du coup avec cette équipe. Et cette saison, Prometheas met des jeunes sur le terrain. Ils ont 4 joueurs nés en 2000 ou après 2000 et ils ont un vrai temps de jeu. Et il y a un joueur qui va peut-être revenir assez souvent dans les discussions, en tout cas je lui souhaite. Il s'appelle Eleftherios Mantzoukas. Voilà, il a de plus en plus de temps de jeu. Et contre Grande Canaria, justement, il s'était fait plaisir avec 24 points à 6 sur 6 à 3 points. Donc peut-être un joueur à garder de côté. Un joueur de Messieurs, 17 ans. 17 ans. voilà, exactement. Il est né en 2003, un ailier de 2,07 m grec. Donc peut-être voilà un œil à garder sur lui dans une époque où le basket grec, notamment au niveau de la sélection, a besoin de renouveau et, et a besoin de garder son niveau sur la scène internationale. Peut-être que ce joueur sera considéré comme l'avenir de cette sélection.